Bonsoir et bienvenue à une série d'émissions de 4 émissions qui a pour titre 13 ans de résistance victorieuse sur la crise qui dure depuis 2001. En fait, en 2001, Washington décide de détruire plusieurs États. Pour montrer au monde ses capacités, il devait livrer 2 guerres simultanées, la première contre la Libye, la seconde contre le Liban et la Syrie. 13 ans plus tard, la Libye est détruite et la Syrie, tandis que la Syrie est victorieuse. En fait, c'est ce que va nous expliquer l'intellectuel, l'écrivain, le journaliste Thierry Meyssan, fondateur et directeur du réseau Voltaire. Bonsoir, Monsieur Thierry Meyssan, bienvenue. Vous allez nous expliquer ce qu'on vient de dire dans l'introduction. Bonsoir, madame. D'abord, tout a commencé avec l'élection de George Bush en 2000 à la présidence des États-Unis, bien qu'il ait perdu en fait l'élection. En fait, d'abord, là, il y a une petite question qui m'intrigue. On va s'arrêter sur ce petit détail. Comment un président des États-Unis est désigné et non pas élu au suffrage universel comme on a l'habitude de voir? Alors ça, c'est une grande mascarade qui se perpétue en fait tous les 4 ans sur les télévisions du monde entier, mais je pense qu'il suffit de lire la Constitution des États-Unis pour comprendre comment ça fonctionne. Donc la définition de la démocratie, elle était donnée par Abraham Lincoln. Il dit c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais la Constitution des États-Unis ne reconnaît pas ça. La Constitution des États-Unis, elle donne le pouvoir aux États et elle nie la souveraineté du peuple. Donc tous les 4 ans, il n'y a pas un système d'élection à 2 degrés comme on le prétend, mais il y a une seule élection qui est faite par un groupe de environ 500 personnes qui sont désignées par les gouverneurs de chacun des États. Et préalablement, dans chaque État, on organise une élection au suffrage universel, mais qui est purement indicative. Et on a vu lors de l'élection de 2000 qu'il y avait eu un débat sur le résultat du scrutin en Floride. Donc le candidat démocrate Al Gore a demandé à la Cour suprême de suspendre l'élection tant qu'on n'avait pas le résultat définitif en Floride, et la Cour suprême a répondu « mais nous, on s'en moque. Le suffrage universel, ça n'est pas prévu par notre Constitution. Donc, la seule chose qui nous importe, c'est qu'est-ce que décide le gouverneur de Floride, et celui-ci a décidé d'envoyer des électeurs, les seuls vrais électeurs, les représentants de son État, favorables à George Bush. Alors, il se trouve que le gouverneur de Floride, c'était le frère de George Bush, donc ça tombe bien. Mais la vérité, c'est que les États-Unis ne sont pas une démocratie, puisqu'ils refusent la souveraineté populaire, tandis que la France, ou actuellement la constitution actuelle de la Syrie, est une constitution des institutions démocratiques, puisque l'article 2 de cette constitution proclame que le peuple est souverain. Aucun individu ou groupe n'a le droit de se l'attribuer. Son principe est le peuple se gouverne par lui-même et pour lui-même. C'est la reprise de la formule d'Abraham Lincoln. Oui. Alors, si l'on dit que tout a commencé avec la désignation de George W. Bush par la Cour suprême des États-Unis, on pourrait croire que c'est la Cour suprême qui a planifié cette guerre contre notre pays, ou cette région, disons. Non. À quel point cette Cour est-elle impliquée dans cette guerre? Non, ce sont deux choses différentes. La Cour suprême des États-Unis, elle défend les intérêts des États fédérés, et à travers les États fédérés, les intérêts d'une catégorie sociale, donc les gens très riches qui tiennent ce pays. Mais la décision prise par les États-Unis, elle vient d'un travail qui a été fait dès le début de la présidence de George Bush par un groupe qui était constitué sous la présidence de son vice-président, Dick Cheney, qui avait été l'ancien patron de Halliburton, le plus grand équipementier de l'industrie pétrolière dans le monde. Et donc ce groupe travaillait sur le développement de la politique énergétique.
et ils avaient des informations voilà, tout à fait incroyables, mais qu'ils ne laissaient pas sortir de leur chambre de travail, et à tel point que le Washington Post, parlant de ce groupe, disait que c'était une sorte de société secrète. Mhm. Ouais. Alors, quel est l'objectif de ce groupe et pourquoi travaille-t-il dans l'obscurité, dans la clandestinité et comment son secret a-t-il été révélé? Alors, on sait ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont rendu un rapport public, puis il y a aussi un rapport secret, mais ça, on ne sait pas ce qu'il en est. On sait aussi, on connaît un certain nombre de gens qui ont participé à ces réunions, et moi j'ai pu rencontrer le secrétaire général de ce groupe dans un congrès sur le pétrole il y a quelques années. Mais ce qui est important, c'est qu'ils avaient deux types d'informations. Celle qui provenait de l'industrie pétrolière, qui a accompli des forages un peu partout dans le monde, qui a fait des évaluations des réserves, et puis ils avaient les informations de leur système satellitaire. Donc les États-Unis sont le seul pays au monde à disposer d'une couverture satellitaire globale avec toutes sortes d'engins qui leur permettent de savoir ce qu'il y a dans le sol. Alors, ça n'est pas d'une grande précision, mais ça permet de déterminer qu'ici il y a du gaz, là il y a du pétrole et là il n'y en a pas. Bon. Alors après il faut faire des forages en profondeur pour savoir quelle quantité exacte il y a, puisque ça n'est pas la même chose d'avoir une vision en 2 dimensions et une vision en 3 dimensions. Alors, le NEPD, ce groupe, a développé l'idée que le crude oil, c'est-à-dire le pétrole de qualité saoudienne, arrivait à extinction prochainement. Et donc, l'avenir des États-Unis dépendait de leur capacité à se fournir en énergie, à trouver d'autres ressources. À l'époque, on pensait qu'il n'y aurait pas d'autres formes de pétrole, que ce serait le gaz qui prendrait la succession. Et donc, les États-Unis ont dit on va rafler les quelques espaces pétroliers qui ne sont pas encore exploités, et surtout, on va s'emparer des États qui ont des réserves de gaz auxquelles personne n'a touché et que souvent leur gouvernement ignore. Alors, croyez-vous que les attentats du 11 septembre sont issus des manœuvres du NEPD dont vous venez de parler, puisqu'il a été créé en janvier 2001, donc bien avant les attentats? Non, alors, là aussi, il y a des choses qui se superposent. D'abord, je pense que c'est une erreur de parler d'attentats pour le 11 septembre. Ça, c'est la version que nous en donnent les États-Unis. Oui, bien sûr, c'est ce qui est répandu. Voilà. Ce qui s'est passé le 11 septembre, il y a eu des attentats, d'accord, mais ces attentats ont masqué le seul événement important de la journée, qui est un coup d'État militaire, puisque à 10h le matin, alors qu'on attaquait le Pentagone, on a déclenché le programme de continuité du gouvernement, c'est-à-dire qu'on a retiré le pouvoir des mains du président George Bush. Il n'était plus président à partir de 10h le matin, le 11 septembre. Et on a remis ce pouvoir à une entité militaire secrète. Les militaires ont gardé le pouvoir pendant toute la journée et ne l'ont restitué qu'en fin de journée à George Bush. Pendant cette journée, les militaires ont arrêté la totalité des membres du Congrès des États-Unis et les ont séquestrés dans des bunkers sécurisés, prétendument pour leur sécurité. On leur disait, il y a des attentats, c'est pour votre sécurité qu'on vous met là. Mais partout au monde, quand on arrête les membres du Parlement, on appelle ça un coup d'État. Hein. Et quand on retire le pouvoir des civils pour le donner aux militaires, c'est un coup d'État militaire. Bon. Donc, ce qui est important, c'est que le coup d'État qui a eu lieu là correspond à la description qu'en avait fait un grand intellectuel néoconservateur et par ailleurs israélien et par ailleurs historien officiel de l'armée israélienne, Edward Luttwak, qui disait qu'un coup d'État n'est réussi que quand personne ne se rend compte qu'il y a eu un coup d'État. Parce que sans ça, il va y avoir une réaction à cette situation. Ils vont se défendre. Ils vont se défendre. Oui. Donc l'idéal, c'est de maintenir au pouvoir les gens qui s'y trouvaient, mais de les obliger à appliquer une politique qui n'est pas la leur, qui est celle qu'on a décidée pour eux. Et c'est ça qui s'est passé le 11 septembre.
Alors, la politique du gouvernement Bush, elle a été adoptée de manière officielle pendant cette journée du 11 septembre. Elle a été actée dans une grande réunion qui s'est tenue le 15 septembre, quelques jours après, à Camp David, où on a décidé d'attaquer un certain nombre d'États et où on a choisi ces États en fonction des intérêts aussi du gouvernement Bush et des travaux du NEPD. Donc, il y a une conjonction entre des intérêts civils et des intérêts militaires qui s'est cristallisée dans cette journée du 11 septembre. Les attentats ont été planifiés, juste une petite question comme ça, ont été planifiés pour faire marcher ce plan, pour lancer ce plan? Il n'y a strictement aucun doute là-dessus parce que le coup d'État a été précédé par certaines publications, notamment un travail qui avait été remis aux donateurs de la campagne de George Bush et où on comprend très bien qu'il va y avoir un coup d'État militaire, c'est absolument certain quand on voit ça, puisqu'ils évoquent la possibilité d'une sorte de Pearl Harbor qui obligerait le pays à prendre des décisions drastiques en matière militaire. Donc oui, ça c'était prévu. Oui. Et la décision des États-Unis en septembre 2001 d'attaquer successivement un certain nombre d'États a été évoquée immédiatement par le Washington Post, mais elle a été confirmée quelques années, avec quelques détails, par le général Wesley Clark, qui est l'ancien commandeur suprême de l'OTAN. Il n'y avait pas de militaire plus important que celui-là dans le monde. Hein. Alors on écoute les déclarations de Wesley Clark sur cette question, qui est aussi le commandeur suprême de l'OTAN. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the joint staff who used to work for me, and one of the generals called me in. He said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They've just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." Alors, vous pouvez faire votre commentaire sur Wesley Clark. Le général Wesley Clark a plusieurs fois porté ce témoignage, mais selon les cas, il a donné la liste des États d'une manière un peu différente. Mais il a toujours bien expliqué exactement la même histoire, la manière dont ce général l'informait de cette décision. Il faut se rendre compte que les États-Unis, en tant qu'État, n'ont aucun intérêt à cette série de guerres. Ce sont des guerres qui viennent à la fois satisfaire ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel et d'autre part les entreprises pétrolières. Mais le peuple des États-Unis, lui, n'a rien à tirer de ces guerres. C'est vraiment une décision qui est prise tout à fait en secret pour ces raisons, parce que normalement le peuple devrait se révolter contre ça. Alors, cette décision se situe dans le cadre d'une pensée stratégique globale qui a été expliquée aux États-Unis par Thomas Barnett, qui était un des conférenciers internes du Pentagone, mais qui après est
est apparu sur toutes sortes de chaînes de télévision en expliquant cette histoire et qu'il a expliqué en détail dans 2 ouvrages, là, The Pentagon New Map, et puis après, il y a eu Blueprint for Action. Blueprint. Voilà. Et je vous propose de voir là un petit reportage qui explique Oui, nous allons regarder ce qu'est le Pentagon New Map. Ouais. Le plan de George W. Bush n'est pas de conquérir ni de soumettre les États qu'il prévoit d'attaquer, mais de les détruire, comme l'expliquera en 2004 Thomas Barnett. Dans son ouvrage The Pentagon's New Map, Barnett développe une conception du monde en cercle concentrique. Au centre, les États développés, stables politiquement et prospères économiquement. À l'extrémité, des États défaillants, politiquement instables et dont la population est pauvre, même si leur sous-sol est riche. Le rôle de l'OTAN, c'est de disposer d'une armée capable de protéger les transnationales qui vont aller chercher des matières premières dans ces États. Observez bien que l'Afghanistan, l'Irak et la Libye n'ont jamais été conquis ni dominés. L'armée des États-Unis s'est contentée de détruire leurs États et de protéger les compagnies qui pillent leurs ressources. Peu importe ce que deviennent les populations, ce n'est pas le problème de l'empire capitaliste. Observez également que c'est la nature particulière de l'empire américain. Contrairement aux autres empires, et à l'exception du Japon, de la Corée du Sud et de l'Allemagne, il n'a jamais cherché à réorganiser les États qu'il a vaincus. Dans tous les autres cas, y compris dans ceux des États qu'il a colonisés, comme Cuba ou les Philippines, il n'a construit aucun monument ni organisé aucun service social. Car à la différence des autres pays, les États-Unis ne sont pas véritablement un État national, mais une structure étatique au service des grandes entreprises. Ce plan visant à détruire les États et non pas à les conquérir, qu'on vient d'entendre dans le petit reportage, est-il un plan de George W. Bush ou du gouvernement militaire? Non, c'est un plan de l'institution militaire depuis déjà très longtemps, mais qu'on a popularisé de cette manière. Alors, dans le reportage, peut-être quelque chose vous a un peu choqué parce qu'on parle de cercle concentrique quand on dit qu'au centre, il y a la zone stable et puis à l'extrémité, il y a les gens que l'on laisse mourir et dont on va piller les ressources. Alors que la carte que l'on a montrée, au contraire, on voit que c'est au centre que se trouvent les ressources et plus ou moins à l'extérieur que se trouve la zone stable. Alors, ça dépend de la représentation qu'on en fait. C'est parce qu'on a utilisé une carte avec une projection de Mercator, mais quand il parle de cercle concentrique, c'est parce qu'il met plus d'importance à la zone stable qu'à la zone extérieure. C'est ce qu'il pense, c'est-à-dire c'est oui. d'après leur hiérarchie. Et ça a été également rendu populaire par toutes sortes de films de science-fiction où on montre une ville qui est stable et puis quand on sort de la ville, c'est le chaos. Mais là, il y a la dernière phrase dans ce reportage qui attire vraiment l'attention, c'est celle qui dit que les États-Unis ne sont pas véritablement un État national, mais une structure étatique au service de grandes entreprises. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, ça n'est pas nouveau. Hein. Les États-Unis, je disais au début que ce n'est pas du tout une démocratie, ça ne l'a jamais été. C'est une réunion d'États qui viennent défendre les intérêts de quelques personnes riches qui tiennent ces États. Et déjà, si on se souvient, pendant l'entre-deux-guerres, le général Smedley Butler, qui était... Enfin, il est connu dans l'histoire des États-Unis parce qu'il a tenté de faire un coup d'État dans les années 30 et puis il n'y est pas arrivé. Mais donc ce général des Marines expliquait dans un livre qui intitulé « La guerre est un racket » que toute sa carrière dans l'armée des États-Unis, ça avait consisté à aller renverser des gouvernements ici ou là pour le compte de grandes compagnies. Alors un jour c'était pour l'industrie des fruits, le lendemain pour le tabac, etc. Mais chaque fois c'était pour satisfaire des multinationales états-uniennes et pas du tout les intérêts du peuple des États-Unis. On doit se poser la question, d'abord, qu'est-ce qu'ils savaient exactement de ce qu'il y a en Syrie pour décider d'attaquer la Syrie?
Et par la suite, ils ont trouvé différents partenaires. Est-ce que leurs partenaires avaient la même connaissance qu'eux de ce qu'il y a en Syrie, ou est-ce que ils avaient d'autres mobiles pour se joindre à l'expédition des États-Unis avec d'autres? Oui. Alors, Imad Chouaibi, nous allons le regardons et l'écouter, comment il va nous expliquer cette question-là. Il est le directeur ou le fondateur du Centre des études stratégiques. منذ قدوم جورج بوش الابن كان واضحا بأن هنالك يعني كتلة تروست أو كارتل نفطي قد بدأ عمله في الولايات المتحدة الأمريكية تتمة لما قام به الأب جورج بوش الأب قبل ذلك. ونحن نعلم أن يعني هذه العائلة هي بالأصل عائلة نفطية، وحسب معلوماتي التي تابعتها في ذلك الوقت كان الجزء الأكبر من طاقم عمله آنذاك مستندا إلى ديك تشيني، وديك تشيني هو الذي قام في هذا الوقت بإعداد دراسات مع طاقم العمل بخصوص ضرورة أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية خلال 10 سنوات حرة من أي التزامات تجاه الدول النفطية في المنطقة، وأن يكون لها الحرية الكاملة للاكتفاء الذاتي بخصوص الطاقة، إما بالبحث عن طاقات بديلة تعذرت لاحقا أو بمحاولة إيجاد طرق نجحت لاحقا، ويبدو أننا اليوم على وشك أن نحصد نتائجها على المستوى العالمي باعتبار أنها نجحت في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي استخراج النفط الصخري وبدء الاكتفاء الذاتي. بعد قليل سوف يصدر الأمريكيون أيضا النفط خارج الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الأمر سيحتاج إلى 4 سنوات تقريبا. هذا يعني بأن الخيارات الاستراتيجية تتبدل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. كان واضحا أيضا على التوازي مع ذلك أن سوريا هي في بؤرة هذه المعادلة، بالنظر إلى أن هنالك معرفة قد بدأت تتبلور تدريجيا بأن هنالك مخزونا نفطيا كبيرا في سوريا، إضافة إلى أنه إذا كانت الطاقة البديلة المطلوبة في هذه المرحلة هي طاقة الغاز، فإن كل خطوط الغاز الأساسية التي ستغذي أوروبا سوف تمر من سوريا، إضافة إلى أنه بعد ذلك وعام 2003 وتبلور الأمر في 2007 تم التأكد من أن سوريا تقع على خزان من الغاز كبير للغاية، هو جزء من حوض يمتد من سوريا إلى الحدود المصرية مع فلسطين. Alors, on peut écouter votre commentaire sur cette partie. Cette tempête qui devait s'abattre sur le Proche-Orient, elle a donc commencé d'abord en Afghanistan, où les États-Unis et le Royaume-Uni, tous les deux ensemble au Conseil de sécurité, ont prétendu que l'Afghanistan était responsable des attentats du 11 septembre. C'est pour ça qu'on parle toujours d'attentats et pas de coup d'État. Hein. Mais jamais ils n'ont apporté la preuve devant le Conseil de sécurité. Ils avaient promis de le faire. Ils n'ont jamais rendu ce rapport. Et évidemment, ils ne le rendront jamais. Puis, en 2003, les États-Unis et toujours le Royaume-Uni ont attaqué l'Irak à nouveau pour détruire ce pays. Alors là encore, le secrétaire d'État Colin Powell a prétendu devant le Conseil de sécurité que l'Irak était co-responsable des attentats du 11 septembre. Et puis, dans une séance très célèbre, vous savez, il a accusé l'Irak de toutes sortes de choses, notamment d'avoir des armes de destruction massive et de prévoir de s'en servir contre les États-Unis. Donc, les États-Unis avaient le droit d'attaquer. Et par la suite, il a reconnu que tout ce qu'il avait dit devant le Conseil de sécurité, ce n'était que des mensonges. Donc les États-Unis, depuis cette affaire, assument pleinement mentir devant la communauté internationale, et sans que cela
et provoquer de réactions des autres États. Alors là, après que les États-Unis aient déclenché leurs attaques, il y a eu l'ultimatum adressé à Cuba, à la Libye et à la Syrie par la voix de John Bolton, sous-secrétaire d'État américain. Mais sous quel prétexte les États-Unis adressent cet ultimatum? S'ils ont reconnu et admis que leurs accusations concernant l'existence des armes de destruction massive sont infondées. Eh bien, je crois que ça ne gêne pas les États-Unis de mentir et de continuer à mentir. Et comme personne ne leur reproche, je ne vois pas pourquoi ils arrêteraient. Donc, la chose originale, c'est que tout d'un coup, on a introduit dans la liste initiale Cuba, alors que ce n'était pas prévu. Donc ça semble être dû en fait simplement à la corruption de John Bolton, qui a reçu de l'argent de l'extrême droite cubaine à Miami, qui a donc rajouté ça dans la liste, après tout, pourquoi pas. Et en fait, Cuba n'est resté qu'1 an dans cette liste. Après, vous savez, le secrétaire d'État Colin Powell est venu à Damas, où il est venu poser des exigences absolument invraisemblables, sachant qu'elles seraient refusées. C'était une manière à pouvoir dire on ne peut pas négocier avec ces gens-là, et donc il n'y a qu'une solution, c'est la guerre, enfin, comme toujours. Et en fait, quand il est revenu de Damas, tout d'un coup, il a retiré Cuba de la liste, qui est resté moins d'1 an dans cette liste. Et après la chute de Bagdad, les États-Unis ont commencé à discuter du Syria Accountability Act, c'est-à-dire de la déclaration de guerre directement contre la Syrie. Alors, qui est à l'origine de cette loi, de cet acte, disons, et quels en sont les buts déclarés et non déclarés? Bien, la loi a été déposée par Eliot Engel. C'est, je pense, le 2e des parlementaires aux États-Unis à recevoir de l'argent d'Israël. Donc c'est un relais très classique du mouvement sioniste. Et cette loi pose un certain nombre d'exigences vis-à-vis de la Syrie, qu'elle accuse des pires choses. Alors elle soutient le Hezbollah, qui est qualifié de terroriste, c'est pas qu'elle soutient la résistance populaire libanaise, bien sûr. Elle l'accuse de soutenir les anciens responsables irakiens, elle l'accuse d'abriter les armes de destruction massive irakiennes qu'on ne trouvait pas en Irak, et pour cause, puisqu'elles n'existaient pas. Et elle décide qu'il faut prendre des sanctions pour contraindre la Syrie à obtempérer à la volonté des États-Unis. Et que si le président des États-Unis le souhaite, il peut rentrer en guerre directement contre la Syrie. Il n'a plus besoin de repasser devant le Congrès. Donc ça, c'est quelque chose de très important, parce que vous devez vous souvenir que en août 2013, quand le président Obama a annoncé qu'il allait punir la Syrie parce qu'elle aurait utilisé des armes chimiques, c'est au nom de cette loi qu'il pouvait le faire. Il n'avait pas besoin de repasser devant le Congrès, il pouvait attaquer tout de suite. Dans cette période, donc, les États-Unis et l'État d'Israël ont commencé à constituer une opposition syrienne en exil, sur le modèle de ce qui avait été fait pour l'Irak. Donc en Irak, vous aviez Ahmed Chalabi, et pour la Syrie, vous aviez Farid Gadri, qui est aujourd'hui éditorialiste au Times of Israel. Donc ce monsieur qui n'a manifestement pas beaucoup vécu en Syrie, mais qui est d'origine syrienne, est un trafiquant d'armes, enfin on dirait un marchand d'armes, c'est plus joli. Plus joli. Un marchand d'armes, et il a reçu de l'argent pour créer une station de radio à Chypre qui émettait en direction de la Syrie, s'appelait Radio Free Syria, et puis ça n'a pas bien marché, maintenant ça s'appelle Ugarit News et ça fonctionne sur Internet. Voilà. Oui. Donc le but de tout ça, c'était qu'on allait vers une guerre, et que lorsque les États-Unis auraient détruit l'État syrien, M. Gadri serait devenu le chef de l'État syrien,
comme on pensait à un moment donné que Ahmed Chalabi deviendrait le chef de l'État irakien. Ouais. Alors là, il était clair que Washington avait relancé son projet de guerre contre la Syrie dès 2005. Et un an auparavant, la France avait rompu avec la Syrie. Pouvez-vous nous rappeler cet épisode? Oui, en fait, le président Jacques Chirac, qui au début était très très favorable à Bachar el-Assad, le président Chirac lui avait demandé d'obtenir une concession pétrolière pour la multinationale française qui est Total. Et Bachar el-Assad avait répondu oui, bien sûr, il n'y a pas de problème, soumettez-moi un dossier et puis on va faire ça. Mais quand Total a soumis sa demande, elle était tellement désavantageuse pour l'État syrien que celui-ci ne pouvait pas accepter. Et le président Assad a répondu qu'il était désolé, mais que là, vraiment, c'était pas possible et qu'il avait bien d'autres propositions tellement plus intéressantes que celle-là. Et le président Chirac a pris ça comme un affront personnel. Il a rompu avec la Syrie. Il a même soutenu le vote de la résolution 1559 qui demandait le départ de l'armée syrienne du Liban et le désarmement du Hezbollah. Mais je ne pense pas que le président Chirac était favorable à la guerre contre la Syrie pour autant. Cette guerre contre la Syrie, ça reste encore à ce moment-là une volonté des États-Unis et d'Israël, et d'eux seuls. Donc le président Chirac a ouvert la voie à la guerre sans trop savoir ce qui allait se passer. Donc le 7 février 2005, le secrétaire d'État des États-Unis a convoqué l'ambassadeur de Syrie, Iman Mustafa, et celui-ci était reçu par David Setterfield, un de ses collaborateurs, qui a posé un ultimatum, qui a dit bon, maintenant c'est fini, on arrête de jouer, la Syrie obéit ou c'est la guerre. 8 jours plus tard, Rafik Hariri a été assassiné au Liban, 8 jours plus tard. Lorsque Rafik Hariri a été tué, on ne savait pas encore que c'était lui la victime. On savait simplement qu'il y avait eu une énorme explosion dans le centre de Beyrouth. Et les agences de presse disaient, voilà, grosse explosion, c'est un gros attentat. À ce moment-là, depuis Washington, un groupe qui s'appelle l'US Committee for a Free Lebanon, et dont faisait partie Elliot Engel, l'auteur du Syria Accountability Act, ce groupe a envoyé des fax à toutes les rédactions dans le monde entier en disant, voilà, le président Rafik Hariri vient d'être assassiné par la Syrie. Donc, on ne savait même pas que c'était lui qui était victime, mais eux, ils savaient déjà qu'il avait assassiné. Et après, les Nations Unies ont enfourché ce cheval, en fait, puisqu'il y a eu une première mission des Nations Unies pour voir comment le Liban traitait l'assassinat de Rafik Hariri. Puis après, il y a eu la commission de Detlev Melis. Donc, celle-ci était composée exclusivement de gens liés à l'État d'Israël, en fait, puisque Detlev Melis lui-même était, quand il était procureur en Allemagne, il avait rendu d'énormes services à l'État d'Israël et aux États-Unis dans l'affaire Label de Berlin, où il avait attribué un attentat à Muammar Kadhafi, alors qu'en fait c'était une opération secrète de l'État d'Israël, et ça a permis aux États-Unis de bombarder la résidence de Kadhafi. Et puis après, il est allé aux États-Unis, et Detlev Melis est devenu l'employé de 2 think tanks israéliens aux États-Unis. Et lorsqu'il avait son équipe autour de lui, il conversait dans son équipe tous en hébreu. Or, l'hébreu n'est pas une langue officielle des Nations Unies. Il n'était pas autorisé à faire ça. Pourtant, ils parlaient tous en hébreu. Ce qui est très révélateur. C'est très révélateur. Et vous savez que tous les documents qui ont été collectés par la commission Melis sont arrivés directement en Israël, y compris toutes sortes de fichiers de la population libanaise, etc. Donc c'est vraiment une grande entreprise d'espionnage et à peine couverte. Alors comment expliquez-vous
tout ce trouble qui a suivi l'assassinat de Rafik Hariri avec l'arrivée de tous ces enquêteurs et de leurs accusations extravagantes? Écoutez, d'abord, probablement l'ambassadeur syrien aux États-Unis, quand il a été convoqué le 7 février, il n'a pas compris à quel point les États-Unis étaient prêts à l'attaque. Mais lorsque le président Hariri a été assassiné, les choses devenaient très claires du point de vue syrien. Mais au Liban, les gens ont réagi différemment parce que les États-Unis avaient immédiatement amené sur place les psychologues de l'Albert Einstein Institution, qui est un organisme financé par l'OTAN, même s'ils disent le contraire. On a les preuves de ce financement par l'OTAN. Cet organisme a des psychologues qui créent des mouvements de foule. Ce sont eux qui ont organisé ce qu'on appelle les révolutions colorées dans une vingtaine d'États au cours des dernières années. Donc ils ont créé le sentiment chez les Libanais que oui, ça y est, c'était la Syrie qui avait tué Rafik Hariri, ça a fonctionné un certain temps, et que la Syrie, en fait, quand on en parlait, c'était tous les mauvais souvenirs de la guerre civile. Puisqu'au fond, il n'y a que ça qui restait de la guerre civile, c'était la présence syrienne. Oui. Et ils en ont oublié que cette présence syrienne, c'est ça qui avait mis fin à la guerre civile. Malheureusement, ils ont oublié tout ça. Oui, mais ils ont oublié, mais c'est un mouvement de foule qui a eu lieu également dans d'autres pays pour d'autres pseudo-révolutions. Et ce n'est pas uniquement les Libanais qui ont réagi comme ça. C'est une manipulation collective. Et ça a donné ce qu'on appelait la révolution du Cèdre, et avec l'idée que la présence syrienne au Liban allait justifier en fait l'intervention directe des États-Unis, que les Marines allaient pouvoir débarquer pour libérer le Liban de la présence syrienne. Alors, aujourd'hui, les Libanais ne regardent plus les choses de la même manière, en tout cas l'immense majorité d'entre eux. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que depuis le départ de la Syrie et du Liban, le pays n'a cessé de se dégrader, que jamais il n'a réussi à s'affirmer en tant qu'État et à trouver un consensus national. Que tous les jours, la vie est pire que le jour précédent. Donc, maintenant que les choses sont plus claires, j'ai interrogé l'intellectuel libanais, Hassan Hamadeh, qui va nous donner sa vision des choses. Alors, écoutons et regardons Hassan Hamadeh, l'intellectuel libanais, et nous revenons sur notre sujet. نعم، من خلال الرصد الدقيق للأحداث التي سبقت مقتل المرحوم رفيق الحريري، نعم، من المؤكد أن الولايات المتحدة كانت تريد أن تستأنف ما كانت قد بدأته في العراق في العام 2003، وأن تصل إلى عملية حرب مباشرة بجيوشها العملاقة على سوريا، يعني افتعال هذا المشكل، وكل شيء يعني مسألة مقتل الحريري، الطريقة التي تمت بها، عملية التحريض التي رافقتها وأعقبتها مباشرة، كان الهدف منها إثارة الفوضى الخلاقة في المنطقة، وبالتالي جعل الأجواء ملائمة لهجوم إسرائيلي، لهجوم كبير إسرائيلي، هذا نتحدث عنه فيما بعد. ولكن قطعا كان الأمور اللي كانوا يدفعون باتجاه الحرب تشنها الولايات المتحدة بجيوشها الجرارة مباشرة على سوريا، لأنه بالنهاية الهدف هو سوريا، يعني لبنان هو الوسيلة كان للوصول إلى سوريا. ولقد أثبتت الأحداث فعلا أن لبنان هو الوسيلة، وأن مقتل
الحريري كان وسيلة للوصول إلى سوريا لإحداث فجوة ضخمة ما بين لبنان وسوريا، وبالتالي إطلاق الصراع المذهبي على أشده في لبنان على أن تنتقل العدوى إلى سوريا كجزء من انتقال العدوى في المنطقة ككل، لكي يتحقق الفوضى الخلاقة التي تعتبر عملية تدمير ذاتي لمجتمعاتنا، سواء ترافقت مع عمل عسكري كبير إسرائيلي أو لم تترافق، ولكنها عملية التدمير الذاتي الداخلي لمجتمعاتنا. فعلى هذا الصعيد نعم يمكن الاعتبار أن مسألة مقتل رفيق الحريري كان تحضيرا لحرب تشنها الولايات المتحدة على سوريا من هذا القبيل. نعم. Je lui ai alors demandé si le retrait des troupes syriennes hors du Liban avait été une bonne chose. تماما الطريقة التي سحبت بها القيادة السورية القوات السورية التي كان بالأساس جزء كبير وأساسي منها قد غادر الأراضي اللبنانية تطبيقا للطائف قبل حادثة الحريري، يعني كان في عملية انسحابات تتم بهدوء ومن دون ضجيج إعلامي تنفيذا لمسألة الطائف، لاتفاقات الطائف، عل أن تتمكن الدولة اللبنانية لوحدها بأن تقيم نظاما أمنيا خاصا بها يحمي الداخل اللبناني. فكان في عملية نعم انسحابات إسرائيلية، وهذه يعني انسحابات سورية ذات معنى وانسحابات أساسية للجيش العربي السوري من الأراضي اللبنانية، ولكنها كانت تتم بهدوء كامل. ومن المؤسف أنه لا يجري تسليط الأضواء حول هذا الموضوع لأنه هو الموضوع الأساسي. وعندما اجت الضغط الأمريكي عمليا وعملية التحريض الكبير أنه يجب أن يتم بسرعة، نعم هم كانوا ينصبون فخا لسوريا على أساس أنه ربما ارتبكت القيادة السورية، ربما تأخرت بالانسحاب إلى آخره، ولكن القيادة السورية كانت أكثر يعني سرعة في المناورة مما كان يظن الأمريكيون، وسحبت قواتها في إطار الخطة التي كانت مرسومة أساسا والتي كانت تنفذ أساسا، ولكن جرى الإسراع بها وبالتالي تعطيل أي عذر للولايات المتحدة للقيام بأي عمل عسكري مباشر وضخم على سوريا. نعم، يعني تم إفشال هذه العملية بلا شك. يعني هم كانوا يتصورون أن تتكرر التجربة العراقية الكويتية، علما أنه مع فارق الوضع، يعني لأنه العراق القوات العراقية كانت قد اجتاحت الكويت، هذا ليس الوضع اللي كان بلبنان، يعني كان على أساس على أمل أن يتكرر الأمر هيك بهذه البساطة. ولكن القيادة السورية بالواقع يعني علينا أن نشهد لها أنه كانت واعية وأسرعت بتنفيذ البرنامج اللي أساسا هي كانت تنفذه بشكل تدريجي ومرحلي وهادئ وبعيدا عن الأضواء. Alors, à la fin de cette première partie de cette émission, d'ores et déjà, nous devons conclure que la guerre contre la Syrie est planifiée par Washington depuis 2001. Elle aurait dû débuter en 2005 avec l'assassinat de Rafik Hariri, mais le commandement syrien s'est retiré du Liban et la guerre a été évitée. Au cours de la seconde émission, nous verrons que les États-Unis ont adapté leur plan à la nouvelle situation en sous-traitant l'attaque de la Syrie, d'abord à Israël, ce sera la guerre de 2006 au Liban, puis au Royaume-Uni et la France, ce sera la guerre de 2011 qui se poursuit encore. Au revoir et à la seconde émission.